La vertu, c'est une pratique générale considérée dans la conscience collective comme étant une valeur. Ce qui veut dire que si la pratique générale est négative, cette négativité finit par devenir la référence. Ça finit par être considéré par le commun de la collectivité comme étant l'essentiel. Nous en sommes là. Les antivaleurs de M. Sassou Nguesso se sont imposées dans la société. M. Sassou Nguesso n'aime pas, disons, n'aime pas l'intelligence. M. Sassou Nguesso n'aime pas les gens instruits. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il soit à sa solde. Et dans le cas du Congo, je vais vous dire, qu'est-ce que ça signifie l'élection en fait? Dans le contexte, disons, du système politique de M. Sassou Nguesso. C'est en fait la possibilité laissée aux Congolais d'aller chaque fois démontrer que c'est des imbéciles. C'est la possibilité laissée aux Congolais d'aller, disons, chaque fois démontrer à Sassou Nguesso que, ben oui, nous sommes des ignorants. C'est la possibilité laissée aux Congolais d'aller chaque fois, disons, confirmer que, ben oui, en fait, nous aimons notre bourreau. Monsieur Sassou Nguesso, dans l'idée qui se fait effectivement, disons, du pouvoir, se dit qu'à terme, il faut, en quelque sorte, disons, initier ou soutenir les enfants, les fils de ceux qui ont fait l'histoire politique de ce pays. Et c'est ainsi qu'il essaie d'intéresser, les rejetons des enfants de toutes les personnalités politiques de nos régions. C'est ainsi que vous avez vu dans son système, ben, lui, le fils d'Isther, le fils Kolela, le fils d'Issouba, le fils, etc., dans les fils d'eux. Ça montre quoi? Ben, qu'il est en train d'initier, d'inaugurer, et là, il passe, disons, une étape supérieure. Donc, en quelque sorte, d'installer des dynasties autocratiques. C'est-à-dire que les fils d'eux vont effectivement constituer une catégorie particulière, et donc le but, c'est effectivement de soutenir le principal fils d'eux. Vous voyez donc le système qui est en train de se mettre en place. Donc là, il y a la mise sur pied des dynasties autocratiques à partir des personnalités, parce que la réalité, c'est laquelle, mon cher Christian, il faut le dire. En réalité, c'est le PCT lui-même qui a inscrit dans ce pays une problématique qui n'avait pas de raison d'être, c'est-à-dire la problématique tribale, pour dire que le principal, le seul critère de lecture, disons, politique dans ce pays, c'est l'ethnie ou la tribu. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs, très ravi de vous compter encore parmi nous aujourd'hui sur ce plateau pour décrypter l'actualité politique du Congo-Brazzaville, notamment les élections législatives du 10 juillet prochain. Et nous savons que le premier, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, une partie déjà de la force publique, les agents de la force publique, eux, sont donc invités demain, lundi 4 juillet 2022, pour se prononcer dans le cadre, bien sûr, du renouvellement de l'Assemblée nationale congolaise. Et le vote général aura lieu le 10 juillet 2022. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau le professeur Félix Bankunda-Pelé. Vous êtes enseignant-chercheur, juriste politologue, vous êtes également constitutionnaliste. Merci d'être avec nous sur ce plateau, professeur. Merci, Christian Perrin. Je suis honoré par votre invitation. En tout cas, merci de votre disponibilité. Alors, vous le savez, le Congo-Brazzaville est dans l'effervescence des législatives prochaines, je l'ai dit tout à l'heure. Demain, c'est la force publique qui va se prononcer. Je crois que c'est depuis la dernière présidentielle qu'ils ont opté pour ce mode en fait d'élection. C'est d'abord les éléments de la force de l'ordre qui vont s'exprimer et ensuite viendra le tour des Congolais en général. Alors, avec vous, nous allons tenter de comprendre le système électoral du Congo-Brazzaville, tel que vous l'aviez déjà décrit en 2017. Vous l'intitulez d'ailleurs le coubertinisme électoral. C'est cela que nous allons comprendre. Ensuite, vous nous direz si élection rime forcément avec démocratie.
Parce qu'évidemment, le gouvernement congolais, sinon le régime de Brazzaville, souvent se targue de dire nous respectons les échéances électorales et donc ils tiennent régulièrement les élections et pour cela, ils revendiquent souvent, évidemment, le statut de démocrate. à la fois. Est-ce que élection rime forcément avec démocratie? Merci pour la question. Et, ça permet effectivement, parce que vous avez commencé par autre chose en me posant la question de savoir qu'est-ce que ça signifie coubertinisme. Eh bien, Évidemment, mais je veux d'abord comprendre, est-ce que ça rime d'abord avec démocratie? Parce que généralement, au niveau de l'Union africaine, nous l'avons aussi constaté, toutes les fois qu'il y a un coup d'État, on s'empresse à demander l'organisation des élections pour le rétablissement, disent-ils souvent, de l'ordre démocratique ou constitutionnel. Et après, on va comprendre évidemment ce que vous appelez par le coubertinisme électoral. il faut d'abord dire ceci. Quand se pose la question d'une certaine rationalité électorale, la question d'une certaine objectivité électorale, tout simplement, disons, peut-être pas directement, disons, en ces termes-là, disons tout simplement quand il s'agit de choisir les gouvernants, on se pose la question de savoir comment les choisir. Oui. Donc, il y a eu même un temps au début, c'est-à-dire dans les débuts, effectivement, disons, du gouvernement représentatif, où on a procédé même au tirage au sort. Oui, pour dire que on n'est pas directement arrivé à l'élection. On procède au tirage au sort, donc c'est-à-dire au hasard. Donc. Et au bout d'un certain temps, on a théorisé, notamment par celui que dans l'histoire, disons, des idées politiques, on a appelé Jean-Jacques Rousseau, principalement, on a théorisé le gouvernement représentatif en disant que, oui, il faut procéder à l'élection. Et ceux qui ont théorisé l'élection eux-mêmes, notamment et principalement Jean-Jacques Rousseau, qui est parmi les plus connus, expliquait lui-même que c'est un pis-aller, c'est-à-dire que c'est mieux que rien, mais ce n'était pas un système parfait. Donc, c'est quelque chose dont on se contente faute de mieux. Autrement dit, ce n'est pas parfait, mais ça permet de départager. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que le fait de recourir, disons, à l'élection résout le problème, mais l'élection permet en quelque sorte, disons, de trouver un compromis. C'est ça. Mais il reconnaît lui-même, disons, les théoriciens même reconnaissent que l'élection en elle-même n'est pas effectivement une garantie suffisante de la démocratie. Ça, c'est, disons, la première limite que l'on peut poser, disons, à cette question de l'élection. Mais la deuxième limite, et qui est d'ailleurs la principale, c'est le fait que les principes de l'élection eux-mêmes ne sont pas respectés. À part de plusieurs mécanismes que nous aurons peut-être l'occasion de voir et que j'ai eu, par exemple, à identifier dans le cas du Congo, dans l'étude, la réflexion que vous avez rappelée, que j'ai publiée tout juste au lendemain des dernières législatives, donc l'été 2017, j'avais regardé, bon, j'avais déjà mes idées avant, à partir de ce qui s'était passé avant, et quand effectivement je me suis mis à gratter, j'ai essayé effectivement de dénombrer à peu près une dizaine, disons, d'obstructions au principe d'élection. Donc, d'une part, l'élection elle-même n'est pas parfaite, c'est-à-dire n'est pas une garantie suffisante, mais c'est un pis-aller, c'est-à-dire c'est quelque chose de mieux. Et secondo, il y a des obstructions à l'élection elle-même et de plus souvent dans les pays africains, principalement. Certains pays sont passés par là, mais ils ont vite résolu le problème. Mais dans les pays africains, on se rend compte qu'en fait, l'élection est aujourd'hui utilisée comme moyen de marketing, mais pas, je vais dire, disons, une garantie effective de la démocratie. Maintenant, vous avez posé la question du coubertinisme. C'est quoi le coubertinisme? Bon, c'est une construction que je fais moi-même à partir, disons, de Pierre de Coubertin qui avait ouvert les premiers Jeux olympiques et qui disait effectivement pour rendre effectivement, je vais dire, les Jeux olympiques sympathiques, pour anticiper effectivement sur les conflits qui pouvaient effectivement arriver. Mais il a dit, écoutez, pour les Jeux olympiques, oui, professeur, s'il vous plaît, on va continuer évidemment dans cette lancée, mais sauf que j'ai un petit aspect que je n'ai pas compris. Est-ce que, vous avez dit c'est le moindre mal, en fait, les élections, mais est-ce que les tenir à échéance régulière veut dire démocratie? Mais en principe, quand on choisit l'élection… Parce qu'on nous dit la voix. Oui, mais le peuple ne s'exprime qu'aux élections. D'abord, avant d'aller aux élections, c'est-à-dire avant d'organiser l'élection elle-même, les règles sont fixées d'avance.
Les règles sont fixées d'avance. On va dire, par exemple, on élit pour un mandat. Et bien, quand on dit un mandat de 3, 4, 5 ans, ben, la dernière fois, nous avons parlé, par exemple, du cas de la France. Disons, pour dire, quand la France décide d'instituer le président de la République, ils sont réservés parce qu'ils se disent, cette affaire, c'est grave. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent beaucoup de précautions. Première précaution, il ne faut pas que le mandat soit très long, 4 ans. Mandat unique en plus. Oui. Donc, l'élection, c'est le principe, c'est-à-dire d'aller voter pour choisir. Mais on peut faire accompagner cela de plusieurs autres précautions, plusieurs autres garanties. Par exemple, un mandat très long, court, etc. Donc, oui, mais dans le cadre du Congo, professeur, les élections, parce que nous savons que c'est une dictature, ce n'est pas moi qui le dis, hein, l'indice de démocratie au Congo, c'est autour de 2,79, je crois, sur 10. Alors, les élections dans une dictature, que valent-elles? Je vais dire ceci, même en dehors, disons, de la dictature, il y a plusieurs lectures qui peuvent être faites. Le Congo est passé par le marxisme. Et quelle était, par exemple, la théorie marxiste de l'élection? C'est Marx qui le dit. Quand, disons, dans sa classification entre, effectivement, le système bourgeois et le système socialiste, Marx aimait dire l'élection, c'est la possibilité laissée aux citoyens d'aller choisir régulièrement quels seront leurs nouveaux oppresseurs. C'est lui qui le dit. C'est la possibilité laissée aux citoyens d'aller changer régulièrement leurs nouveaux oppresseurs. Autrement dit, ça ne résout pas le problème parce qu'il estime que l'élection est dans la superstructure et que l'essentiel, c'est la base, c'est-à-dire l'économie. Est-ce que l'économie, c'est une économie, disons, en quelque sorte collective ou pas? Et donc, vous voyez, donc, à part là, rien qu'à part de cette lecture marxiste, on a une idée, disons, du contenu que l'on peut donner à l'élection, on peut lui donner n'importe quel contenu. Et Marx pensait que dans le contexte d'une société capitaliste, en fait, les citoyens ont l'impression qu'ils font le jeu démocratique, qu'ils choisissent effectivement, disons, leurs représentants, mais en réalité, ils choisissent leurs nouveaux oppresseurs parce que la réalité économique ne leur permet pas effectivement d'être dans une situation d'égalité. Et dans le cas du Congo, je vais vous dire, qu'est-ce que ça signifie l'élection en fait? Dans le contexte, disons, du système pour lequel M. Sassou Nguesso. C'est en fait la possibilité laissée aux Congolais d'aller chaque fois démontrer que c'est des imbéciles. C'est la possibilité laissée aux Congolais d'aller, disons, chaque fois démontrer à Sassou Nguesso que, oui, nous sommes des ignorants. C'est la possibilité laissée aux Congolais d'aller chaque fois, disons, confirmer que, oui, en fait, nous aimons notre bourreau. Voilà à quoi ça se veut dire. Donc, c'est pour ça que je dis que l'élection en elle-même ne signifie pas grand-chose quand on ne l'assortit pas, disons, de bien d'autres choses. Si vous imaginez, si on revient par exemple sur la fameuse lecture de Marx, nous prenons par exemple, disons, les États-Unis, qui est considéré comme l'une des grandes démocraties, et que on applique la théorie de Marx, on peut relativiser en disant, mais au fait, les Américains croient qu'ils sont dans le système démocratique, mais en fait, selon Marx, ils ne vont chaque fois que choisir, disons, les plus puissants. Donc, on alterne puissant sur puissant, et en fait, ils sont dans une illusion démocratique. Bon, mais ce n'est pas ma conception, je n'irai pas dans cette radicalité. Je me bornerai tout juste à dire, bon, déjà, c'est bien que, c'est quand même bien, même dans la lecture marxiste, c'est déjà bien que, en fait, les citoyens aient la possibilité de changer d'oppresseur. Mais dans le cas du Congo, si on applique la même théorie, en fait, on n'alterne même pas l'oppresseur, c'est le même oppresseur qui est là. Hein, puisque M. Sassou Nguesso va à ses 40 ans bientôt à la tête de ce pays, et ensuite, dans l'étude dont vous avez fait état, je disais, ça perdure, on est même fatigué. Hein. Tout le monde a compris qu'il n'y a plus d'enjeu. Et l'une des questions que l'on pourrait se poser après, c'est de savoir, mais au fait, pourquoi les gens se bousculent pour être députés? Ta question peut bien être posée. Hein? En fait, c'est quoi l'intérêt d'être député au Congo-Brazzaville? J'ai expliqué, c'est uniquement pour une raison mercantile. Une raison mercantile, nous aurons l'occasion d'expliquer, puisque le système électoral est fait de telle sorte que, en ce qui concerne le Congo, M. Sassou Nguesso s'assure sa majorité en ayant instauré ce que j'appelle, moi, un apartheid territorial et ethnique. C'est-à-dire que dans sa localité, par exemple, qui n'est pas, disons, la plus fournie, disons, du point de vue démographique. Mais curieusement,
sa localité a 2 députés. Vous prenez une localité comme Mouyondi, par exemple, qui est au moins 2 fois plus peuplée que, disons, sa localité. C'est 1 député. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sassou Nguesso, qui aime bien se vanter lui-même, ou disons par le biais, disons, de se dire que, ben oui, ça a été un compagnon, quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour Mandela, eh bien, il va à l'encontre, disons, de l'idée de Mandela, qui s'est battu pour un homme, une voix. Chez lui, c'est-à-dire au Congo, il n'instaure pas la même chose. Chez lui, c'est un homme, 2, 3, 4 voix. Parce que avec la moitié des habitants d'une autre collectivité, eh bien, sa collectivité a plus de députés, c'est-à-dire 2 députés. Donc, ça veut dire que effectivement, le principe est déjà faussé dès le départ. Et qu'est-ce qu'il fait pour donner l'impression de la démocratie? Nous allons le voir. Aujourd'hui, par exemple, dans les médias, les réseaux sociaux congolais, on est dans ce match, par exemple, de Mouyondi, on est dans ce match, effectivement, disons, dans les plateaux, et ça donne l'impression qu'il y a effectivement démocratie. Prenons, par exemple, le cas du jeune, je ne cite pas au hasard. Il y a le candidat ou la candidate du PCT à Mouyondi, et puis il y a une candidate qui n'est pas du PCT. Bon, si la candidate du PCT est battue, qu'est-ce que les gens du pouvoir vont dire? Eh bien oui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, disons, transparence puisque notre candidate a été battue. En réalité, peu lui importe que sa candidate soit battue, puisqu'il s'est déjà garanti une majorité ailleurs. Et donc, c'est fait pour leurrer. On donne l'impression qu'il y a effectivement un jeu démocratique, mais en fait, le parti s'est déjà assuré une large majorité ailleurs à partir, effectivement, disons, de plusieurs tactiques, plusieurs stratégies que je peux tenter de citer. Je vous parle, par exemple, de l'apartheid électoral et ethnique. Ce que je viens d'expliquer à partir du fait que, par exemple, un exemple, s'il y a 100 habitants à Oyo, eh bien, 200 habitants à Mouyondi, à Oyo, avec ces 100 habitants, il a 2 députés. 2 députés. Ce qui veut dire que l'électeur d'Oyo a 4 votes à lui seul, tandis que l'électeur, disons, de Mouyondi n'a qu'un seul vote. Donc, vous voyez, déjà, ils se garantissent là. Autre stratagème qui met en place en dehors de l'apartheid, effectivement, électoral et ethnique, il y a, disons, ce que moi j'appelle une assiette électorale élastique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a le monopole du corps électoral, il peut jouer là-dessus en disant, nous l'avons expliqué la dernière fois, c'est uniquement, en quelque sorte, disons, le tiers qui allait voter, et lui, il peut dire, non, ce n'est pas le tiers, c'est les 3/4 qui sont allés voter. Donc, il a le monopole de l'assiette électorale, ce qui veut dire qu'il peut jouer de ça. C'est ce qu'il a fait, par exemple, disons, pour la présidentielle de 2016. La présidentielle de 2016, l'ancien patron de son parti dit que oui, on a perdu à Pointe-Noire et à Brazzaville, mais le président a gagné. Ce qui veut dire que, alors que tous les Congolais savent que le Sud est de très loin plus peuplé que, disons, le Nord. On sait également que les 2 grandes villes les plus peuplées, c'est Brazzaville et Pointe-Noire. Mais si M. Sassou Nguesso a perdu à Pointe-Noire et à Brazzaville, il ne peut plus gagner. Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont maintenant dire que oui, le Nord est plus peuplé. C'est effectivement ce que j'appelle une assiette électorale élastique, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire grandir ou, disons, amincir effectivement le corps électoral. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, j'en profite donc effectivement pour que nos compatriotes comprennent. Bon, on a dit qu'il y a effectivement plusieurs collectivités dans lesquelles, notamment les proches du pouvoir, n'ont pas de compétiteurs. Non pas de quoi, là, non pas de concurrents, c'est des candidats uniques. Voilà. Eh bien, pourquoi? Entre autres, en dehors effectivement de la pression pour décourager les autres, ils ont instauré ce qu'on appelle un sens électoral. Sens électoral, c'est C-E-N-S. Ce n'est pas sens comme le sens de... C'est le sens électoral. C'est une stratégie qu'avaient déjà utilisée les révolutionnaires, c'est-à-dire la classe bourgeoise en 1789. Ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, écoutez, pour eux c'était direct, ils ont dit les pauvres n'ont pas le droit de voter. Parce que s'ils votent, ils sont à l'Assemblée, s'ils choisissent effectivement, disons, quelqu'un qui, en fait, ça avait 2 côtés. Le côté capacitaire, c'est-à-dire instruit, et puis le côté, en quelque sorte, riche. Il disait que les gens qui ne sont pas inscrits peuvent mettre le pays en difficulté. Donc, il ne faut pas qu'ils soient candidats, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient électeurs. Et le deuxième aspect qui avait accompagné cela, c'est le côté financier. Les pauvres n'ont pas le droit de voter.
Et en fait, M. Sassou Nguesso, à partir, disons, pas lui-même, parce qu'il ne connaît rien de ces choses-là, à partir effectivement de ses conseillers, on pensait que pour effectivement disqualifier bon nombre de candidats, il faut augmenter le montant de la participation. On est passé de 100 000 francs CFA, c'est-à-dire 154 €, à 1,5 million, c'est-à-dire on a multiplié par 15. Oui, curieusement, dans un pays où 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, donc pas moins d'1 $. C'est curieux quand même. Voilà. Donc ça, c'est un autre stratagème qu'ils ont retenu. Et bien, ça marche, puisqu'ils ont appauvri les Congolais. Les Congolais n'ont rien. Et donc, en mettant seulement la barre financière un peu plus haut, ben, du coup, effectivement, on monopolise également les candidatures. Ce qui fait que, par exemple, disons, aux législatives dernières de 2017, moi, j'entends le représentant, disons, de l'UPADES, qui est déjà, en fait, lui-même acquis au PCT, eh bien, dire que nous n'allons pas présenter des candidats parce que nous n'avons pas d'argent. Donc, c'est un stratagème également développé pour ça. Mais il y a autre chose, le décompte électoral. Le décompte électoral, qui est à peu près le 4e stratagème, c'est quoi? Mais vous connaissez effectivement la fameuse formule qu'on attribue à Joseph Staline. Ce ne sont pas ceux qui votent qui décident, ce sont ceux qui comptent qui décident, qui choisissent. Oui. Donc, à partir du moment où c'est les mêmes, c'est devenu aujourd'hui, comment c'est la risée, tout le monde sait que, alors qu'ils maîtrisent déjà bon nombre de choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent l'électricité. En général, ceux qui sont dans la position de tricher, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Ils ont réussi dans leur tête à faire comprendre que non, ce sont ceux qui ne sont pas au pouvoir qui vont tricher. Écoutez, le monde entier sait que ceux qui ont plus de facilité pour contrôler, pour tricher, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Et ils disent non, 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 nous sommes trop sains, nous sommes tellement justes qu'on ne peut pas tricher, c'est les autres qu'il faut craindre, et donc il faut arrêter l'Internet, etc. C'est donc pour le décompte électoral, donc ça c'est effectivement un autre caractère qui leur permet de maîtriser effectivement le système électoral. Et puis il y a autre chose, la corruption, les enveloppes, ce n'est plus un secret, on n'a même plus honte. Voilà. Moi, je me rappelle effectivement les élections des législatives de 2012, c'était la candidate de Njiri, qui est du PCT. La candidate de Njiri, je ne sais pas comment l'appelait, Madame Nzeo, oui, je ne me rappelle plus très bien, mais ça doit être cela. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se plaint en disant, ben oui, on est allé, on a distribué de l'argent, des casquettes et tout, pour leur dire, il faut venir voter, et puis le jour du vote… On appellerait ça encore l'achat des consciences, c'est ça? Tout à fait. La corruption. Et on dirait que c'est entré dans les mœurs, on ne s'en plaint pas. Tout le monde dit, ben oui, on fait ceci, et puis du point de vue… Oui, finalement, ça a été officialisé. Tout le monde sait que bon, c'est normal, et ça se passe comme ça, voilà, en public en plus. Oui. Je veux dire, disons, l'annulation, mais non, c'est officialisé, c'est tout à fait normal. Les gens achètent, disons, les votes, et puis ça passe comme une lettre à la poste. Donc, vous voyez que là également, disons, il y a toute une mise en scène, disons, illégale qui remet encore le droit de vote. Mais ce n'est pas tout. Moi, j'ai parlé, par exemple, de l'inauguration des dynasties électorales, disons, dans la réflexion de 2017. C'est-à-dire que M. Sassou Nguesso, dans l'idée qui se fait effectivement, disons, du pouvoir, se dit qu'à terme, il faut, en quelque sorte, disons, initier ou soutenir les enfants, les fils de ceux qui ont fait l'histoire politique de ce pays. Et c'est ainsi qu'il essaie d'intéresser, les rejetons des enfants de toutes les personnalités politiques de nos régions. C'est ainsi que vous avez vu dans son système, lui, le fils d'Esther, le fils Kolela, le fils d'Issouba, le fils, etc., etc. Donc, les fils d'eux. Ça montre quoi? Qu'il est en train d'initier, d'inaugurer, et là, il passe, disons, une étape supérieure. Donc, en quelque sorte, d'installer des dynasties autocratiques. C'est-à-dire que les fils d'eux vont effectivement constituer une catégorie particulière, et donc le but, c'est effectivement de soutenir le principal fils d'eux. Vous voyez donc le système qui est en train de se mettre en place. Donc là, il y a la mise sur pied des dynasties autocratiques à partir des personnalités, parce que la réalité, c'est laquelle, mon cher Christian, il faut le dire. En réalité, c'est le PCT lui-même qui a inscrit dans ce pays une problématique qui n'avait pas de raison d'être, c'est-à-dire la problématique tribale, pour dire que le seul critère de lecture, disons, politique dans ce pays, c'est l'ethnie ou la tribu. C'est faux, c'est une manipulation. Mais ils se rendent compte que maintenant, on va évoluer vers un système où de plus en plus, les gens vont effectivement sortir ou bien vont en quelque sorte remettre en cause la problématique, le paradigme qu'ils ont mis en place. Et ils se disent qu'il faut
tout de suite trouver un autre paradigme pour se substituer au paradigme tribal. Et c'est pour ça qu'ils inaugurent, qu'ils installent effectivement les fils d'eux en les soutenant eux-mêmes. Oui, ça c'est un autre obstacle, effectivement, disons, à l'élection. Il y a autre chose également, l'abstention. L'abstention, c'est fait comme tel volontairement. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'on a créé toutes les conditions pour faire de sorte que les Congolais s'abstiennent, ne s'intéressent plus au système de vote. Voilà, puisque en s'abstenant, très peu se présentent. Mais eux, ils peuvent grossir, c'est-à-dire qu'ils peuvent grossir comme ils le veulent. Ils peuvent dire, bon, par exemple, je disais, en 2002, moins de 15% des gens s'étaient déplacés pour aller voter. Mais ils disent non, 87%. Voyez. Donc, à ce moment-là, ils ne s'embarrassent pas un peu comme on l'a vu en RDC pour la présidentielle de 2018, où on a trouvé des cartons, effectivement, de bulletins qui sont allés directement dans le fleuve. Ils ne s'embarrassent même pas de ça. S'il y a un petit nombre, ça leur permet effectivement de dire, bon voilà, très vite, en 2-3 heures, on a compté, mais puisque nous avons déjà arrêté les chiffres, eh bien, on va dire qu'il y a eu tant de participation. Ce n'est pas moi qui le dis. Qui le dit? Qui le dit? C'est M. Moudoudou qui est professeur de droit, qui est effectivement un conseiller, disons, de M. Sassou Nguesso, et qui est juge à la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne le citerai jamais assez. Les autorités congolaises brillent par l'organisation des élections truquées dont les résultats sont quasiment connus d'avance. Je le cite là. C'est lui qui le dit. Et vous retrouvez effectivement cette citation dans l'étude dont vous avez parlé de 2017. Et bien donc, vous voyez, ce n'est pas tout. La juridiction constitutionnelle elle-même, nous l'avons vu. D'abord, disons, en septembre 2015, quand il s'agit donc effectivement, disons, de changer la Constitution, c'est-à-dire donc on leur demande eux-mêmes de se disqualifier, ils l'ont fait, donc ils contrôlent la juridiction constitutionnelle, et puis, ben voilà. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important qu'il faut dire là, que moi j'appelle l'ineptocratie. Mon cher Christian, Sassou Nguesso inaugure son retour au pouvoir par des crimes, nous le savons tous, des crimes massifs. C'est-à-dire qu'il était déterminé, disons, à casser du Congolais. Excusez la vulgarité, mais c'est la vérité, puisque c'est pas moi qui le dis, tout le monde l'a déjà dit, et voilà, lui-même le dit. Et quand en octobre, disons, 97, les journalistes ont posé la question, comme il dit, 10 000 morts. Octobre 97, il venait de conquérir le pouvoir. Dans sa tête, 10 000 morts, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Ensuite, quand il s'est agi de consolider le pouvoir, en décembre, disons, 98, là, nous savons que c'est des centaines de milliers de morts. Et à ce moment-là, moi, je me rappelle d'un prêtre suisse qui se déplace, prêtre suisse qui a travaillé au Congo, qui se déplace, qui passe voir le président Chirac pour lui dire, Monsieur Chirac, ce qui se passe au Congo est indescriptible. C'est indescriptible. En dehors de ça, il avait ses propres canaux, puisque la France, disons, c'est la seule ambassade française qui était restée au Congo. Donc, il savait ce qui était en train de se faire. Et l'ancien ambassadeur qui était là, M. Césaire, a fait son aveu là en 2017, puisqu'il dit qu'ils avaient choisi Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est lui qui le dit, hein, il dit M. Lissouba avait refusé de prendre M. Sassou Nguesso, Premier ministre, et donc ça retombe sur lui. Donc, selon lui, c'est-à-dire selon cet ambassadeur-là, M. Raymond Césaire, eh bien, la Constitution ne compte pas, les élections ne comptent pas, Sassou Nguesso avait beau perdre, avait beau être viré par les Congolais dès le premier tour en Katangou, il fallait à tout prix qu'il soit Premier ministre de M. Lissouba. C'est M. Raymond Césaire qui le dit. L'étude également, vous pouvez retrouver, je l'ai intitulé « Case de Gaulle », quand l'ancien ambassadeur au Congo, disons, renverse effectivement l'histoire récente. Oui, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? M. Chirac fait pression sur M. Sassou pour lui dire il faut que ça s'arrête, je suis harcelé. Et à ce moment-là, M. Sassou Nguesso va faire cette lecture que l'on prête souvent. Oui, mais vous ne nous avez pas dit ce que le prêtre suisse est allé dire à Jacques Chirac exactement. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait vu? Il est allé lui dire il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Les crimes sont massifs au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire après l'hécatombe de décembre, disons, 98. Il faut que ça s'arrête. Bon, c'est un prêtre, hein, il ne peut pas faire d'autres menaces. C'est tout ce qu'il est allé lui dire. Il faut que ça s'arrête, les crimes sont massifs.
les crimes sont indescriptibles au Congo-Brazzaville. Et nous savons que c'est grâce à la France que M. Sassou a été réinstallé au pouvoir. C'est ce qu'il lui a dit. Les prêtres ont leur façon de voir les choses. Quand tu vois, c'est, je vais dire, toutes les églises qui sont à ce moment-là informées. Et donc, à ce moment-là, M. Sassou Nguesso fait une autre lecture. Il va donc aller, en quelque sorte, emprunter cette maxime qu'on prête, disons, à ce philosophe chinois qui dit quand vous voulez détruire un pays, inutile d'y faire la guerre et, disons, de créer, disons, des dizaines de milliers de morts, disons, un nombre important de morts. Il suffit tout simplement de détruire son système éducatif, d'y généraliser la corruption, et vous attendez 20 ans. Au bout de 20 ans, quand vous reviendrez, vous aurez donc, disons, une société inondée des ignorants et gouvernée par des voleurs. Et après, vous pouvez tout vous permettre, vous avez tout gagné. Voilà l'équation de M. Sassou Nguesso. On en est là. On en est là. Il a effectivement instauré le système, disons, décrit par, disons, ce philosophe chinois. Il suffit effectivement de détruire le système éducatif, disons, de généraliser la corruption. Au bout de 20 ans, eh bien, vous aurez un pays inondé par des ignorants et ensuite gouverné par des voleurs et vous pouvez tout leur faire faire. Sinon, on peut se poser la question suivante, mon cher Christian. Pourquoi les gens se battent, disons, pour les législatives? Pourquoi? Non seulement que les gens se battent pour les législatives, mais il faut voir la qualité d'abord de ces candidats, et c'est ahurissant. On est en train d'observer notamment les discours, les messages véhiculés, les banderoles, mais alors c'est vraiment criard et on ne comprend plus où ce qu'on est avec le Congo. Déjà en 2017, nous avions déjà gagné une place à la rubrique Les observateurs d'Afrique de France 24 par la quantité des fautes. Nous l'avions déjà gagné. Et là, on récidive, c'est-à-dire on fait plus. Les observateurs, disons, cette rubrique de France 24, s'étaient fait le plaisir, effectivement, de prendre les anciens des candidats et on s'était rendu compte que la grande majorité des candidats étaient des quasi-analphabètes. Mais enfin, cher Christian, quand on prend les législatives, les premières législatives, disons, de 1961, législatives de 1961, mais c'était déjà du haut niveau. Du haut niveau. On ne trouvait pas, disons, je veux dire, disons, des fautes d'orthographe comme on trouve là. Plus de 60 ans après, écoutez, il suffit, vous l'avez dit vous-même, il suffit de voir les enseignes. Écoutez, est-ce qu'on peut penser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une course des voleurs qui, à un moment donné, ils ne sont plus rigoureux, ils sont plus regardants. Ben, ce qui compte, il faut aller, bon voilà, et puis être nommé député, parce qu'on ne peut pas comprendre que même, je crois qu'il y a eu des affiches, même du Premier ministre Anatole Koliné-Bakosso, où on a, mais franchement, on a lu des choses où on s'est dit, mais comment ceci était possible? Même les affiches du Premier ministre Anatole Koliné-Bakosso. Cher Christian, je dois vous dire ceci. Qu'est-ce qui peut expliquer cette légèreté-là, cette légèreté au niveau bon, voilà, de cette campagne électorale, où quand je parle du Premier ministre Anatole Koliné-Bakosso, mais parce que j'estime que c'est le chef du gouvernement. Cher Christian, ce qu'on appelle les valeurs, ce n'est inscrit nulle part en général. Les valeurs, un peu comme la coutume, on peut le dire, c'est une pratique générale considérée dans la conscience collective comme étant la vertu. Quand vous avez un enfant, M. Christian, on ne dit pas forcément à l'enfant, je vais dire des trucs très intimes pour dire il ne faut pas faire ceci. L'enfant comprend implicitement, mais vous n'êtes pas obligé. Il peut arriver que vous lui dites une fois, mais avec beaucoup de gêne, avec beaucoup de retenue. Mais vous ne le répétez pas 2 fois. La vertu, c'est une pratique générale considérée dans la conscience collective comme étant une valeur. Ce qui veut dire que si la pratique générale est négative, cette négativité finit par devenir la référence. Ça finit par être considéré par le commun de la collectivité comme étant l'essentiel. Nous en sommes là. Les antivaleurs de M. Sassou Nguesso se sont imposées dans la société. M. Sassou Nguesso n'aime pas, disons, n'aime pas l'intelligence. M. Sassou Nguesso n'aime pas les gens instruits.
tout ce qu'il veut, c'est qu'il soit à sa solde. C'est tout ce qu'il souhaite. Et comme quoi, vous êtes en train de nous dire que finalement, Denis Sassou Nguesso a fait de la médiocrité et de la corruption un mode de gouvernance, c'est cela? Et ce que je suis en train de vous dire, Christian, ce qui est de M. Sassou Nguesso, qu'on appelle les non-valeurs, sont devenus la référence au Congo. Mais se retrouver avec une société des abrutis, cela donnera quoi et pour quel intérêt d'ailleurs? Mais pour effectivement, disons, s'éterniser au pouvoir, pour faire de telle sorte que, par exemple, un de ses proches, disons son fiston, qui ne nous a pas démontré qu'il est instruit, qui ne nous a pas démontré que c'est un individu qui a des vertus, puisse passer facilement. Je ne vous ai pas cité cette sagesse, disons, du chinois, disons au hasard. Quand il dit, vous faites tout ce que je venais de dire, c'est-à-dire donc vous installez, disons, une société des ignorants, que les gouvernants sont des voleurs, et après, les carottes sont cuites. Cette citation, je pense, la grande majorité l'a lue. Hein? Ça ne sert pas, parce qu'il avait commencé par, je vais dire, disons, tuer massivement. Et puis, il s'est arrêté à un certain moment, quelqu'un a dit lui souffler, regardez ceci, voilà ce que dit ce sage chinois. Ça ne sert pas de tuer, détruisez seulement l'école, et après, écoutez, vous aurez une société inondée, effectivement, des ignorants, gouvernée par des voleurs, et puis tout est très facile, ça se fait très facilement. Vous allez... Donc, le but, c'est celui-là. Toutes les antivaleurs, je veux dire, disons, cultivées par M. Sassou depuis longtemps, c'est-à-dire donc effectivement la médiocrité, on la retrouve là. C'est devenu une valeur. Sinon, comment peut-on expliquer cette légèreté des gens dans l'écrit? Comment peut-on expliquer que des gens soient là, disons, en train de... Mais il y a aussi un autre phénomène que j'ai noté moi, c'est que à la différence dans les autres pays, on voit bien comment les gens présentent les projets, comment ils nourrissent en fait leur programme pour être choisis. Mais chez nous, la plupart des candidats, même à la présidentielle, c'est des gens qui se confient beaucoup plus au marabout, au fétichisme, et puis voilà. Et on les voit même avec, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, toujours à côté d'un féticheur, avec je ne sais pas moi. C'est ça qui fait l'homme au Congo-Brazzaville, qui fait le député, qui fait le président. C'est-à-dire, on se demande c'est quel monde qu'on est en train de construire au Congo lorsqu'on s'attache encore, lorsqu'on se fie encore aux fétiches. Autrement dit, M. Sassou Nguesso a réussi son coup. Le coup qui consiste donc effectivement à installer une société des ignorants. Mine de rien, nous en sommes là. Nous en sommes là. Et les gens ne se gênent pas. Pourquoi? Non, puisque ça lui ressemble. Puisque ça lui ressemble. Puisque ça lui ressemble. Parce que je pense qu'on se gênerait si effectivement on a cette capacité de pouvoir, disons, faire la distinction entre la vertu et, je vais dire, disons, la bêtise. Mais si on n'a pas cette capacité de faire, disons, cette distinction, M. Sassou Nguesso ne peut pas. Parce que s'il le prouvait, très sincèrement, je ne cesse de le dire, comment peut-on expliquer que dans je veux dire, dans tous les pays africains, dans tous les médias, la famille de M. Sassou Nguesso collectionne les enquêtes. Collectionne des enquêtes pour délinquance financière, lui-même. Mais ça ne lui dit rien. Dites-moi, Christian, comment vous pouvez expliquer cela? Ses enfants collectionnent les enquêtes, lui-même, il est à la une. Il n'y a pas un seul mal qu'on a décrit, disons, pour l'Afrique, dans lequel le Congo n'appartient pas. Mais ça ne lui dit rien. Donc, il n'a pas la capacité de discernance. Et pourquoi il ne peut pas discerner? Mais tout simplement parce que, justement, il n'a pas ces vertus-là. Voilà. Il faut avoir des valeurs pour avoir honte. Quand on vous dit, par exemple, que vous êtes un voleur, ça vous gêne. Mais si, effectivement, je veux dire, vous n'êtes pas, disons, habité par la vertu, on peut dire de vous que vous êtes un criminel, vous êtes un voleur, vous êtes un violeur, vous êtes tout ce qu'il y a de plus dans la politique. Mais ça ne vous dit rien. Or, dans le cas de M. Sassou et de sa famille, il y a tout, tous ces mots-là. Nous ne faisons que rappeler. Nous ne faisons que rappeler. Évidemment, comme qui dirait, seuls les oiseaux du même plumage volent ensemble. Et donc, pour être à côté de Denis Sassou Nguesso, il faut le ressembler. Et le ressembler, c'est être ce que vous êtes en train de décrire. Hein. Donc, nous en sommes là. Nous en sommes là. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire, mon cher Christian, que de bonne ou de mauvaise foi, en fait, les Congolais se trompent.
la problématique essentielle du Congo n'est plus dans l'élection, puisque, je ne cesse de dire, mais ça finit par devenir gênant. Voilà, ça fait 4 fois, c'est-à-dire 2002, 2009, 2016, 2022, ça donne les mêmes résultats. Ça donne les mêmes résultats, c'est-à-dire il est élu au premier tour, tout le monde sait que c'est parmi les hommes les plus incompétents du monde, y compris dans l'histoire, mais c'est également parmi les gens les plus haïs par les Congolais, mais il est là, tout le monde le sait. Vous voyez par exemple, on a l'habitude de dire que la France le soutient, mais la France n'a jamais validé ces résultats. La France n'a jamais... la France n'a jamais validé ses résultats. Entre-temps, c'est son soutien inconditionnel d'ailleurs, parce que la preuve dernièrement là, on a vu l'ambassadeur français aller encore, disons, être reçu par le directeur de cabinet de Denis Sassou Nguesso. La France renforce son soutien et souhaiterait que le Congo et la France aillent encore beaucoup plus loin, alors que le contexte économique est très délicat aujourd'hui. Vous aurez vous-même remarqué la subtilité de notre question. Premièrement, la philosophie depuis De Gaulle, la philosophie, disons, de la France, c'est que nous ne soutenons pas les zones, disons, nous ne reconnaissons pas les zones, nous reconnaissons des États. Second élément, en l'occurrence, c'est quand même subtil. Ils se disent, bon, nous, on ne valide pas, bon, mais voilà, on garde les contacts. Oui, donc il y a quand même, je veux dire, une petite subtilité. Mais est-ce que ce n'est pas là le cynisme aussi? C'est du cynisme. On peut l'appeler comme on le veut. On peut l'appeler comme on le veut, cynisme, tout ce que l'on veut. Ben, on a vu quand même le cas pour le prince qui avait effectivement procédé au crime à l'ambassade, disons, saoudienne. Voilà, saoudienne en Turquie. En Turquie, oui, c'est ça. Et ben, ils ont attendu et puis au bout d'un temps, ben, ils se sont dit, bon, on va de l'avant. À Istanbul, Macron s'est déplacé pour aller effectivement, je veux dire, saluer le prince. Et puis, on a entendu Joe Biden s'expliquer un peu pour dire, oui, je ne vais pas pour le rencontrer, lui, je vais parce que c'est une réunion qui traditionnellement a lieu. Donc, voilà, ce n'est pas une façon de reconnaître. Mais l'État, c'est aussi un mensonge, c'est-à-dire cynique. Donc, c'est cela. Donc, je disais que l'enjeu du Congo, l'enjeu des Congolais, ce n'est pas l'élection puisque tout est connu d'avance. Nous l'avons déjà dit, on peut organiser 10 fois. M. Sassou Nguesso, qui ne connaît pas la honte, qui est sans scrupule, qui n'est pas habité par la vertu, affichera les mêmes résultats. Même si ces deux Congolais se déplacent, il dira que non, ils se sont déplacés à 90%, et puis voilà, ils m'ont élu, ils ont validé effectivement. Donc, dans sa tête, et je rappelle ce que j'ai déjà dit, pour les Congolais, se déplacer pour aller voter, c'est aller confirmer que nous sommes des imbéciles. C'est aller confirmer chaque fois que nous aimons notre bourreau. Et donc, je dis, il faut faire une autre lecture. À partir du moment où, effectivement, il a monopolisé le système électoral, le défi aujourd'hui pour les Congolais, oui, c'est de relever ce que, effectivement, monsieur, comment on l'appelle, celui dont le nom était sorti dans les Panama Papers, là, ce ministre-là, monsieur Itoa, c'est ça? Bruno Itoa, Jean-Richard Bruno Itoa, oui. Voilà, et qui n'est pas passé par 4 chemins pour dire Tokoti Kate, nous ne laisserons pas, nous ne laisserons jamais. Et quand on voit ce qui est sur les réseaux sociaux là, ce monsieur toujours du PCT, monsieur Motom, c'est ça, qui est allé dire Motom, oui. Mais, Léonidas Motom. Mais ça procède de la même façon. Vous voyez donc comment le PCT triche? Si l'ambiance était saine dans ce pays et au sein du PCT, ce monsieur ne se serait pas permis ce qu'il a eu à dire. Il ne se serait pas permis cela. Monsieur Itoa, disons, ne se serait pas permis ce qu'il a eu à dire. Donc, monsieur Botom est dans la logique de l'ambiance qui prévaut au Congo et au sein de son parti. On peut tout se permettre, ça passe comme une lettre à la poste. La meilleure, Christian. Je rappelle ceci. Au lendemain de l'apocalypse Bakongo, de décembre 98, c'était tellement grave. Je vous ai parlé de ce prêtre suisse qui s'est déplacé. Les médias en ont parlé. Moi, je me rappelle encore Le Monde qui a parlé, effectivement, disons qu'il avait mis ça à la une. Et le journaliste de Jeune Afrique à tout faire de Sassou Nguesso, M. Soudan, descend comme d'habitude pour voir M. Sassou Nguesso et lui dire c'est grave, on en parle. Parce que, effectivement, les massacres étaient ciblés dans une seule zone. Dans une seule zone. Et que dit M. Sassou Nguesso? Ça va vous étonner,
mais c'est la vérité et je vous donnerai la référence pour que les gens puissent vérifier, mon cher Christian. Monsieur Sassou Nguesso se dit ceci quand effectivement cette remarque lui est faite des massacres ciblés dans un seul coin, c'est-à-dire donc, en fait, je suis en train là de résumer ce qu'on appelle le génocide. Et monsieur Sassou Nguesso répond ceci, je le cite. Je n'ai pas hésité à faire tirer sur Rwanda, même si c'est un peu chez moi. Référence faite au maquis du Konongo, c'est cela? C'est cela, exactement. Au maquis du Konongo, mais aussi parce que avant, en fait, parfois les Congolais ne le citent pas. Avant d'arriver à Brazzaville dans les fameux événements, disons, du 5 juin 1997, M. Sassou Nguesso avait commencé par limiter les présidents des régions. Ça avait commencé par Owando. Owando, disons, ces événements, disons, où effectivement, il arrive en Tipoy et puis son garde-corps crible, disons, effectivement, quelques manifestants. C'est à voilà. ça. Tout à fait, oui. Il dit ce que je viens de vous citer là. La référence. Jeune Afrique double, numéro 1980-1981, du 22 décembre 1998 au 4 janvier 1999, page 21, je vous en prie, parce que c'est tellement grave que il faut citer la référence. Il dit cela. Ça veut dire quoi pour lui dans son logiciel politique? Oui, j'ai tué dans le sud, mais j'ai déjà également tué dans le nord, donc c'est match nul, dossier classé. Voilà dans son logiciel politique. Autrement dit, c'est un discours qui était destiné aux Congolais seulement. Et qu'est-ce qui se passe, mon cher Christian? Un journaliste français qui venait de lire ce que je venais de rappeler là, nous sommes là 3 ans après, m'appelle pour me dire, Monsieur Pankunda, mais je viens de lire votre papier, il y a quelque chose que vous avez écrit là qui ne tourne pas rond, qui n'est pas net. Je dis quoi? Eh bien, vous dites que M. Sassou Nguesso dit, je n'ai pas hésité à faire tirer au Rwanda, même c'est un peu chez moi. Je dis, mais il y a la référence là. Il dit, mais il ne peut pas avoir dit cela. Et je dis, ben si, il l'a dit. Il dit, mais si vous êtes chercheur, un chercheur ne peut pas mal. Je dis, ben écoutez, regardez la référence donnée. Si c'est une erreur de ma part, eh bien, je sais ce qu'il m'en coûte, puisque quand vous êtes chercheur, vous faites une fausse citation, mais ça vous coûte en fait la crédibilité, vous n'êtes plus crédible. Il est allé vérifier, il vient, il dit, mais c'est pas possible. Je dis alors, il dit, j'ai lu, il a bel et bien dit. Et il me dit ceci, mais vous pouvez m'expliquer pour lui, parce que c'est grave. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il l'a dit? Je vais lui dire ceci, mon cher Christian. Cher monsieur, moi-même, je suis resté perplexe quand j'ai lu cette affaire. Mais en fait, j'ai fini par comprendre. Il s'adressait aux Congolais. Autrement dit, dans sa tête, il a fini par se faire piéger par lui-même parce que la stratégie, le paradigme du PCT, comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'ils ont créé un paradigme politique où le Congo n'existe qu'entre nord et sud. Voilà un peu où il n'y a pas d'est, il n'y a pas d'ouest. Et donc, il se dit, en disant cela aux Congolais, que j'ai tué dans le nord, avant de tuer dans le sud, ça passe. Je ne sais pas si vous voyez la bêtise. Dans le logiciel de M. Sassou Nguesso, eh bien, si on tue au nord et on tue au sud, on est égalité. Il ne voit pas le côté massacre, c'est-à-dire y compris dans ta famille, si vous tuez dans ta famille, vous êtes un criminel. Vous ne pouvez pas dire que parce que c'est dans ma famille, dans mon ethnie, j'ai tué, bon, donc non. Dans la tête de M. Sassou Nguesso, en ayant tué massivement dans le sud, eh bien, je peux excuser cela, je peux comprendre cela, je peux faire passer ce message-là, disant cette équation en disant j'ai également tué dans le nord, vous êtes match nul, le dossier est classé. Je ne sais pas si vous voyez le degré d'ignorance, le degré d'imbécilité, le degré de morbidité de la pensée. Et à ce moment-là, mon cher Christian, ça ne peut pas vous étonner que nous voyons ce comportement, ce raisonnement irrationnel de nos compatriotes. C'est la bêtise. Voilà où est-ce que nous en sommes. Donc, les comportements des Congolais aujourd'hui, très majoritairement, s'identifient à la médiocrité, disons, la pensée de M. Sassou Nguesso, que résume cela. Mais je peux en multiplier plusieurs. Je peux en multiplier plusieurs aujourd'hui, toujours parce que je lis, je me dis, tu me tiens, mais comment est-ce que les Congolais ne se rendent pas compte qu'on a institutionnalisé la médiocrité, la bêtise? M. Sassou Nguesso, non seulement la médiocrité, la corruption, la violence, le crime, voilà. Tout ça a été institutionnalisé. Aujourd'hui, on tue facilement, on exécute facilement. Voilà. Donc, on est passé, je vais dire entre-temps, je vais dire pour l'assumer, puisque maintenant ça s'est généralisé,
En 2017, je parlais donc effectivement de ce coubertinisme. Donc, on est passé du coubertinisme électoral à quelque sorte la génération, puisqu'aujourd'hui, en fait, vous avez parlé du communisme, nous voyons également les enseignes. Bon, ça existait déjà, on a constaté qu'ils ont déjà, je disais qu'effectivement, France 24, on avait fait effectivement une rubrique spéciale dans l'Observateur, mais on est passé à la bêtise, en quelque sorte, exhibée. Voilà. Exhibée, ça dit que, en fait, c'est devenu la référence. Voilà, on l'exhibe. Voilà. Donc, médiocrité, et qu'est-ce que je peux dire? Médiocrité, mais également, en quelque sorte, disons, perversion exhibée. On l'exhibe. Et c'est pour ça que vous pouvez vous étonner que même le Premier ministre, enfin, voilà, on dit qu'il a été quand même enseignant à l'université. Vous voyez quand même. Hein? Voilà où est-ce qu'on en est arrivé. C'est un magistrat en plus. Un magistrat. Voilà. Et donc, à ce moment, vous pouvez poser la question de savoir quels peuvent être les repères de nos compatriotes congolais à partir du moment où le chef de l'exécutif, comme on l'appellera ailleurs, a effectivement, disons, ces légèretés-là. Voilà, tout est dit. Mais entre nous, ça dit Christian. Mais quand nous avons parlé du gouvernement, peut-être que les gens ont oublié, peut-être que vous ne vous rappelez pas vous-même aussi, quand effectivement il a été nommé Premier ministre, ben, nous avons fait une émission là-dessus. Vous l'aviez intitulé « Qu'est-ce que les Congolais peuvent-ils attendre du gouvernement Makosso ?» Et moi, ben, dans l'écrit que j'ai eu à faire, je l'avais intitulé « Congo, gouvernement Makosso, tel système politique, tel gouvernement ». Voilà comment je l'avais intitulé. Et ça se vérifie là. Mais je dis ceci, disons, mon cher Christian, puisque, effectivement, vous avez vous-même rappelé cela. Voilà un monsieur qui écrit des ouvrages et qui chaque fois dit ben oui, il n'y a pas eu de crime, il parle effectivement du génocide imaginaire. C'est bien cela. Imaginaire, tout à fait, oui. Voilà. Mais on peut se dire ceci, Christian, puisque c'est imaginaire. La masse des militaires congolais et tchadiens était donc venue pour distribuer du chocolat et des bonbons, disons congolais, quand ils sont et les croissants au beurre. Et des croissants aux pauvres congolais. Voilà ce que nous dit M. Makosso. Ces contingents qui sont rentrés au Congo, qui sont restés 3-4 ans, eh bien, il est venu, selon M. Makosso, pour distribuer des croissants, des bonbons et des chocolats aux pauvres Congolais. Mais est-ce que sa posture, juridiquement parlant, sa posture, est-ce qu'il n'est pas poursuivable, par exemple? Il n'est pas passible d'une poursuite judiciaire en termes de complicité, de crime, parce qu'on ne peut pas venir nier de tels crimes en écrivant tout un livre pour dire qu'un génocide imaginaire. Est-ce qu'il n'est pas passible d'une poursuite judiciaire? Pourquoi M. Itouadi Tokoti Kate? C'est parce qu'ils savent qu'ils sont allés loin. Pourquoi M. Makosso s'humilie à ce point? Pourquoi M. Makosso s'humilie à ce point? Tous les journalistes, tous les médias ont fait état de l'entrée des soldats angolais tchadiens au Congo. Il y a eu même une résolution des Nations Unies, la résolution 867 du 30 octobre 1997, qui demandait le retrait des armées étrangères. M. Makosso dit non, le génocide est imaginaire. Mais ça veut dire, je rappelle, puisque ces armées ne sont jamais allées dans le nord du pays. Nous le savons tous. Donc, c'est bien ciblé. Donc, M. Makosso dit que ces armées étaient venues pour distribuer des croissants et des bonbons aux Congolais. Ce n'est pas tout. Mon cher Christian, je peux vous le dire. 4 petits mois après l'éclatement de l'affaire du Beach, 4 petits mois, et bien entendu, 14 mois après, effectivement, la prise du pouvoir par les militaires, disons l'arrivée des armées étrangères dans notre pays, la prise du pouvoir, disons, par Sassou Nguesso. 8 mois après donc, la débâcle de Bakongo, comme je disais, M. Lopez, qui est ambassadeur du Congo en France, est interviewé par un journal qui s'appelle Africa International, numéro 326, je vous en prie. Août, c'est un numéro double, juillet, août 1989. Vous voyez donc 4 mois après l'éclatement de cette affaire. M. Lopez est interviewé. Qu'est-ce qu'il dit sur cette affaire? Il attribue cela à l'opposition. Et il sort cette phrase qui fait froid au dos. Je le cite comme il le dit lui-même. Nos conditions ne sont pas excessives. Nous leur demandons de reconnaître les institutions. Dans la tête, la plupart de nos compatriotes, quand on parle de M. Lopez, on voit l'élite. L'élite. Voilà ce que dit un membre de l'élite qu'est Lopez. Nos conditions ne sont pas excessives, nous leur demandons de reconnaître les institutions. Autrement dit et clairement,
M. Lopez fait l'apologie du crime et du coup d'État. Comme ça, c'est écrit. Je viens de vous donner le numéro. Afrique internationale numéro 326, numéro 12 de juillet-août 1989. M. Lopez fait l'apologie du crime et du coup d'État. Voilà ce que sont les membres de l'élite congolaise. J'avais écrit un papier là-dessus que les compatriotes qui veulent peuvent effectivement vérifier. C'était intitulé « Une élite malsaine » à propos des, alors c'était quoi? À propos des confidences de son excellence, disant Lopez. Alors, vous regardez cela. Christian, c'est 4 mois après l'éclatement des affaires du Beach où des centaines de compatriotes ont été tués dans des conditions, je veux dire... enfermés dans les conteneurs, jetés dans dans les l'eau. conteneurs dont ont été brûlés. Oui. Bon, M. Lopez demande aux Congolais de reconnaître M. Sassou Nguesso après des événements aussi graves. Après l'entrée des armées étrangères au Congo, après la débâcle de Bakongo. Comme quoi, si vous ne reconnaissez pas le pouvoir, vous allez subir le même sort, c'est cela? C'est écrit comme tel. Je demande à nos compatriotes, la revue, disons le journal ne sort pas, mais il est dans les bibliothèques françaises. Dans les bibliothèques françaises, Afrique internationale numéro 326, numéro 12 de juillet, août 1989, ils retrouvent cela, et de toute façon, je l'avais mis dans le site. Si vous retrouvez effectivement l'étude que, vous savez, moi, j'adorais les lettres. Et M. Lopez était parmi ceux que je lisais dans tous ses écrits, tous ses écrits. Depuis lors, je n'ai plus jamais rien touché. Je me suis dit, c'est pas possible. Voyez-moi, disons, j'étais tombé des nues. Voilà ce que c'est que l'élite congolaise. Vous voyez, donc là, c'est, je vais dire, des caractéristiques propres, disons, aux gens qui ont été proches de M. Sassou Nguesso. Voilà. Les gens qui ont été proches de M. Sassou Nguesso. Donc, mon cher Christian, ben, je pense que... Alors, donc, professeur Félix Bakunda-Pélé, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ces élections à venir, le 10 juillet 2022 au Congo-Brazzaville, après tout ce que vous venez de nous dire? Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir aujourd'hui? Honnêtement, mon cher Christian, je ne comprends pas pourquoi les gens se mobilisent. Et bien entendu, s'ils se mobilisent, s'ils y vont, c'est pour d'autres raisons, qui sont effectivement des raisons que l'on peut imaginer, tout simplement, c'est pour des raisons mercantiles. Puisque je viens de vous dire, ben, pour M. Sassou Nguesso, les élections sont organisées pour que chaque fois les Congolais viennent valider le fait qu'ils sont des imbéciles. Pour qu'effectivement, ils viennent valider le fait qu'ils sont des fous. Quand je dis qu'ils sont des fous, je reprends là les termes, disons, d'Einstein, qui dit ceci. Répéter les mêmes choses et s'attendre, disons, à des résultats différents, c'est être fou, c'est de la folie. Oui, donc, chaque fois, on va faire les mêmes choses et on espère des résultats différents. Mais enfin, dans le cas de nos comptables, je ne pense pas qu'ils espèrent des résultats différents. En fait, ils font semblant de donner l'impression qu'ils attendent, disons, des résultats différents. La vérité est qu'ils vont pour des basses raisons. C'est uniquement pour, effectivement, se renflouer un peu parce que je disais que M. Sassou Nguesso a réussi son équation qui consiste effectivement à bêtir et à humilier les Congolais qui n'ont rien et qui se battent effectivement pour ça. Et ça tombe bien. Ça tombe bien. La dernière fois, ou la première fois plutôt, quand vous m'avez interviewé, je disais que, en fait, la réalité, c'est que c'est des entreprises économiques, mais qui se font passer pour des entreprises politiques. Vous voyez? Donc, en fait, les gens vont pour des raisons économiques, pour des raisons financières. Et ça marche. C'est-à-dire que M. Sassou Nguesso, en quelque sorte, réussit son équation d'une société qui est inondée par des ignorants et des gens également pauvres. Eh bien, il peut enfin tout ce qu'il veut. Sinon, on se pose la question, à quoi ça sert à rien? Objectivement, à rien. Voilà. Vous dites bien que ça ne sert à rien, mais dans le même temps, on constate qu'il y a des gens qui semblent croire en ces élections-là, parce qu'une fois qu'on les a en fait débarqués des listes, ils se plaignent, ils pensent qu'ils sont victimes de, comment on appellerait ça, d'exclusion, alors que c'est un système déjà ficelé, où vous avez dit d'ailleurs pendant l'émission que tous les résultats sont connus d'avance. Mais certains candidats qui ont été débarqués aujourd'hui se plaignent, se disent, donc c'est des gens en fait qui croient en la démocratie au Congo. Ils se disent, alors si je suis dans la liste, c'est fort probable qu'ils puissent gagner. Mais il y a quand même ces Congolais-là qui croient. Comment se comporte un entrepreneur quand effectivement il n'a pas obtenu son marché? Il ne se plaint pas? Si. Mais oui, c'est ça. Puisque c'est des entreprises économiques, ils sont allés pour acquérir un marché pour se renflouer. Que ce soit en France, je veux dire, c'est universel. Quand effectivement un entrepreneur
a voulu conquérir un marché qu'il n'a pas eu, eh bien, il s'exclame et il se plaint. Nous en sommes là, mais pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons économiques, purement et simplement. C'est aussi simple que cela. Mais ce dont je voulais faire état, c'est quoi, disons, mon cher Christian? C'est qu'il vient de se passer des législatives au Congo, disons en France. Oui. Ah, c'est très important parce que les Congolais n'en parlent pas. Peut-être parce qu'ils ils ne sont pas aussi intéressés, ils se disent que ce sont les élections présidentielles. Je vais leur rafraîchir. Y a-t-il des similitudes avec le système électoral au Congo? Il y a des similitudes. À l'origine de la débâcle démocratique au Congo, c'était une affaire de majorité, je vous en prie. Une affaire de majorité. C'est quoi exactement? Au Congo, le processus démocratique de 92 a commencé par l'organisation des législatives, des locales de façon générale. C'est-à-dire donc, on n'est pas d'abord arrivé aux élections nationales, mais on a commencé par les locales et ensuite les législatives. Et au cours de ces législatives, il y avait, comme cela vient de se passer en France, des coalitions. Eh bien, le PCT se trouvait dans la même coalition que l'UPADS, l'Alliance nationale pour la démocratie. Et puis, il y avait l'autre coalition dont le chef de file, c'était M. Kolela avec le MCDDI. Et enfin, après les législatives, il y a eu la présidentielle. Et M. Dissouba va remporter la présidentielle. Et naturellement, à partir, disons, législatives qui s'est déjà déroulée avant, eh bien, la coalition AND, l'Alliance nationale pour la démocratie, avait la majorité absolue. Majorité absolue. Et quand effectivement le président est investi dès le lendemain, le 1er septembre, il nomme le Premier ministre qui appartient à cette coalition-là. Qui appartient à cette coalition, l'AND, c'est-à-dire donc la majorité absolue. Et qu'est-ce qui se passe? Le PCT se plaint pour des problèmes de poste, c'est-à-dire des Marocains. D'abord, à l'Assemblée nationale, il voulait un président qui soit du PCT, tout en étant dans la coalition, tout en étant en fait le plus petit parti parmi les grands partis. Mais il a exigé la présidence de l'Assemblée, peu importe. Ils pouvaient l'avoir, ils ne pouvaient pas l'avoir, mais ils ne l'ont pas eu. Et M. Sassou Nguesso, le PCT se plaint en disant, avec à la tête du parti, M. Noumazalaï. Il se plaint en disant, nous n'avons pas eu gain de cause, ni en ce qui concerne donc effectivement la présidence de l'Assemblée nationale, ni au gouvernement, parce qu'il demandait 6 ou 9 postes parmi les plus importants. Ils ont bon négocié, ils n'ont pas trouvé de compromis. Et le premier jour de la réunion de l'Assemblée, dans ce qu'on appelle généralement donc, la déclaration de politique générale, le gouvernement est renversé, qui n'avait pas encore pris une seule loi. Motif? Ben non, nous avons changé de camp. Le PCT dit nous sommes maintenant coalisés avec le MCDD. C'est-à-dire que dans le cas de la France, c'est comme si Mélenchon donc, se retrouve avec l'ARN et puis l'Alliance, voilà. Ils se retrouvent et puis disent non, nous formons maintenant une gouvernement. Où ça? À l'intérieur de l'hémicycle. À l'intérieur de l'hémicycle. Encore que dans le cas de la France, bon, le parti de Macron, je veux dire la coalition de Macron, n'a peut-être pas eu la majorité absolue, mais ils ont la majorité relative. Donc, c'est très important. Ce qui veut dire qu'avec 245 députés, bon, voilà. Mais c'est comme si, effectivement, les partis des coalitions opposées en France se retrouvent pour dire nous créons une nouvelle majorité et nous demandons au président de la République d'élire, de nommer un Premier ministre dans notre camp. Voilà ce qui s'est passé au Congo en 1992. C'est comme si, effectivement, les partis d'opposition en France, c'est-à-dire les coalitions opposées, se retrouvent et se disent nous formons une nouvelle alliance à l'intérieur de l'Assemblée. Et ils vont demander à Macron de dire maintenant nous avons la majorité, nous ne l'avons pas eu par les urnes, mais nous l'avons eu à l'intérieur de l'Assemblée, vous devez impérativement nommer le Premier ministre dans la nouvelle coalition à l'intérieur de l'Assemblée. Et pour trancher en ce temps-là, les Souba étaient obligés finalement de dissoudre l'Assemblée. Est-ce que dans le cas de la France, par exemple, Macron peut dissoudre l'Assemblée maintenant là? Il y a eu un débat qui ont dit qu'il faut attendre un an. Non, la vérité est que Macron peut, du point de vue du droit, il peut dissoudre à n'importe quel moment. Mais je pense que politiquement, ce serait maladroit puisque les Congolais, pardon, les Français viennent se prononcer. Mais restons sur le cas du Congo, je vais expliquer. Parce que tout est parti de là, mon cher Christian. La fameuse phrase de Sassou quand il dit que lorsque la démocratie est bafouée,
disons… les démocrates ne doivent pas l'accepter. Les démocrates ne doivent pas l'accepter. Il terminait en disant ceci, je prends la communauté internationale à témoin. À témoin, oui. C'est ça. Alors, vous voyez qui avait, disons, violé la Constitution? Est-ce que la majorité se forme par les urnes ou bien à l'intérieur de l'Assemblée? Monsieur Sassou dit, Monsieur Lissouba a violé la Constitution parce qu'il ne reconnaît pas notre majorité que je forme maintenant avec les autres proposants à l'intérieur de l'Assemblée. Nous sommes réunis, la majorité nous appartient. Il doit nommer un Premier ministre dans notre camp. Voilà là. Et ce n'est pas tout. Le président avait dissous, le Premier ministre avait dissous l'Assemblée. La crise est partie de là. La crise est partie de là. L'article 80 de la Constitution du 15 mars 1992 dit, en cas de crise persistante, effectivement, le président peut dissoudre l'Assemblée. Mais bien mieux, il faut le dire, Christian. Dans le cas de la France, vous voyez bien que les législatives se déroulent après l'élection du président de la République. Où Mélenchon essaie de dire, non, l'élection de Macron ne compte plus. Ce n'est plus ça. L'essentiel, c'est que le peuple lui a retiré. C'est politicien, ce n'est pas vrai. Mais dans le cas du Congo, le processus démocratique s'est terminé par l'élection du président de la République. Oui. Et il y a quand même des gens pour dire non, en fait, ce qui compte, ce n'est pas au Congo. Que non, l'élection, disons, ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que les députés qui sont élus par le peuple viennent de faire à l'intérieur de l'Assemblée. C'est-à-dire que, pour être plus clair, il disait que la coalition formée par les opposants à l'Assemblée est supérieure à l'expression populaire qui venait de terminer le processus électoral par l'élection du président de la République. Je ne sais si vous voyez à quel point, je veux dire, voilà. Mais bien plus grave, j'ai à critiquer sur cette affaire, disons, mon collègue M. Boao. M. Boao, dans la lettre ouverte au président de la République du 20 janvier 2015, dans la tête de nos compatriotes à Brazzaville, M. Boao, c'est un grand intellectuel. 92, 2015, je ne sais pas si vous voyez, ça fait 22 ans. M. Boao n'a toujours pas compris que son parti avait violé la Constitution, que le PCT était à l'origine, disons, de la décadence démocratique que nous avons connue. M. Boao dit quoi dans cette lettre ouverte du 20 janvier 2015? Dans la remarque qu'il fait à M. Sassou Nguesso pour laisser la Constitution, il dit ne faites pas comme M. Lissouba qui avait mené le Congo dans le mur en violant la Constitution. Professeur de philosophie, il ne sait pas ce que c'est qu'une majorité. Vous voyez, quand à ce niveau-là, des gens, disons, vus comme effectivement les représentants de lui, commettent des bêtises comme ça. Vous voulez que, disons, l'étudiant en droit, l'étudiant en sociologie, l'étudiant en philosophie, dit quoi? Quand ils entendent M. Boao dire que non, oui, la majorité se constitue à l'intérieur de l'hémicycle. Nous y sommes là. Moi, j'attends que l'élite congolaise qui a par la ville, les soutiens de M. Sassou Nguesso, M. Boao, se disent, écoutez, est-ce que Marine Le Pen peut se retrouver avec Mélenchon et puis la R pour dire, non, nous avons une majorité, que, effectivement, disons, M. Macron nomme un Premier ministre qui est du Rassemblement national ou bien de la France insoumise, ou la NUPES, et puis, disons, de RR. C'est impossible. C'est impossible. Ça s'appelle effectivement un détournement de souveraineté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que si effectivement ça devait se faire, ce qui veut dire qu'en fait, on exproprie le souverain de la décision. Je tenais à le faire remarquer parce que nous sommes aujourd'hui au Congo dans un contexte où il n'y a pas de débat. S'il y avait débat, s'il y avait démocratie, à partir du moment où l'incident de base qui a entraîné la débat démocratique, c'était ça, on aurait pu se dire, mais tiens, un instant, il y a, je ne sais pas combien d'années dans ce pays, en 92, on a vécu la même situation. Et bien, pourquoi on avait dit que c'est le président qui avait violé la Constitution? Pourquoi on avait dit que non, les opposants peuvent se retrouver à l'hémicycle et dire non, la majorité vient de changer après le suffrage, disons, populaire? Vous voyez quand même, c'est grâce à ça, je tenais à le rappeler. Voilà. Évidemment, c'est un processus, le moment viendra où les Congolais vont peut-être aussi se mettre dans les débats, parce que pour l'heure, les élections, comme on a dit, c'est le ventre d'abord qui guide les Congolais, parce que nous sommes en train de le constater, et donc le moment viendra où ils commenceront à réfléchir, à analyser les grandes questions.
Encore merci donc d'avoir été avec nous, professeur Félix Bankunda-Pellé. Merci à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui nous avez prêté votre attention aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Telar TV, alors n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très bientôt et merci. Portez-vous bien. Merci, Christian Ferrand.